mais que j'ai besoin d'être en boutique et de parler avec les gens, d'essayer les chapeaux. On est dans le concret. On est dans le concret de la vie. Et ça, c'est quand même très agréable d'être en face à face avec les gens et de pouvoir expliquer. Pour ma part, je n'ai pas de réelle stratégie commerciale, puisque ma stratégie, c'est plus d'accueillir les gens dans la boutique, de leur faire essayer des chapeaux, de créer quelque chose, créer un contact, et puis souvent il se passe quelque chose avec la cliente. C'est comme ça que le désir se crée, j'ai envie de dire. Donc évidemment, on est un peu obsessionnel. Hein. Franchement, c'est ça, hein, c'est qu'à un moment, on devient un peu obsessionnel sur le détail. Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast où je plonge au cœur des décisions qui façonnent nos vies professionnelles. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cet instant où tout peut basculer ? Cette fraction de seconde où un simple choix pourrait non seulement redessiner vos vies professionnelles, mais aussi vous aider à mieux travailler, créer, avancer avec efficacité. Moi, oui. Et c'est exactement ce que je propose d'explorer ici. Dans chaque épisode, avec des invités, entrepreneurs, artistes, penseurs, j'essaye de lever le voile sur les mystères de nos choix. Pourquoi prenons-nous certaines décisions et pas d'autres ? Comment ces décisions influencent-elles notre capacité à gérer le temps et nos priorités ? Et surtout, comment pouvons-nous les utiliser pour booster notre productivité et avancer vers nos objectifs ? Avec mes invités, je décrypte non seulement leur motivation profonde, mais aussi leur stratégie concrète pour faire des choix. Mon objectif ? Vous aider à réfléchir différemment et à trouver vos propres clés pour une meilleure prise de décision. Alors, prêt à plonger avec moi dans cette incroyable aventure ? En tout cas, Alexandra, merci de m'accueillir dans ce magnifique magasin. Avec plaisir. Parce que je vois plein de belles choses. Alors c'est vrai que c'est toujours ce que je dis quand je visite des magasins ou des lieux où il y a des choses exposées, c'est que le podcast ne rend pas justice. Moi, je vois plein de belles choses et tout ça. Mais on va essayer de décrire et de parler un peu de ce que tu fais et comment tu le fais, en tout cas. Juste une petite précision. Je vais me permettre une petite précision. Si vous entendez du bruit, on est dans la boutique d'Alexandra et il y a une école juste à côté. Donc si vous entendez des enfants qui crient, c'est la récré. Donc voilà. Donc merci pour l'accueil, Alexandra. Et puis, Avec plaisir de vous faire découvrir les chapeaux. Et avant qu'on commence, parce que j'ai plein de questions, on a déjà un peu discuté avant le début de ce podcast, je vais te proposer de te présenter. Qui es-tu, Alexandra ? Eh bien, je suis modiste et meilleure ouvrière de France depuis 2015. Et donc, ça va faire à peu près 30 ans maintenant que je travaille du chapeau, avec un parcours un peu, je dirais, large, puisque j'ai essayé d'explorer un petit peu toutes les techniques du chapeau, c'est-à-dire les techniques du chapelier de ville, de la modiste, parce que c'est des techniques différentes dans la fabrication, et qui vous confrontent à des contraintes aussi très éloignées. Donc ça permet d'avoir un panel de choix. Moi, c'était ça qui m'intéressait dans le métier du chapeau, parce qu'il y a tellement de choses différentes et intéressantes à faire que de se limiter au cabaret ou à la haute couture, c'était pas intéressant. C'était bien d'aller voir un petit peu, de voyager dans le métier et d'aller travailler avec des professionnels du métier aussi qui, eux, m'ont transmis tout au long de ma formation, en fait. Donc, une formation, je dirais que pour une modiste, on va dire que c'est entre 10 et 15 ans, parce que, voilà, c'est 2 ans de formation en école, mais la formation, elle se fait réellement sur le tas, évidemment. Et puis, c'est les rencontres qui construisent une carrière, moi, je trouve. Donc, moi, j'ai tout d'abord rencontré Jean-Pierre Tritz, qui était un chapelier qui travaillait pas loin de la Concorde, qui avait son atelier et qui travaillait pour Hermès. Donc, on travaille pour les maisons de haute couture, Dior, Hermès, où là, j'ai pu apprendre la précision, la technique
vraiment les techniques ancestrales du chapelier. Et donc, je suis restée 4 ans à apprendre avec lui. Et donc, ça a été le début d'une passion. Parce que là, si on rencontre les bonnes personnes qui savent aussi vous transmettre la passion, ça permet d'aller plus loin et puis d'être pris dans un élan aussi de découvrir encore plus de choses. Parce que, alors, l'idée du chapelier, c'était bien. J'ai adoré bosser avec les chapeliers, mais il y avait à un moment donné ce manque de travail modiste. Travail modiste, c'était travailler vraiment sur la cliente. Donc, apporter un conseil, recouper dans la matière, retravailler la matière. C'est-à-dire que le chapeau sort d'un moule, mais ensuite on peut le retravailler et lui apporter la touche vraiment très personnelle pour ce qui va définir un look, la personnalité de la cliente. Et tout ça, c'est un autre savoir-faire. Et pour ça, il fallait que j'apprenne aussi avec une modiste qui travaillait en boutique. Donc, c'était tout un autre processus d'accueil, de conseil. Et donc, c'est 4 essayages avant de finir le chapeau. Oui, autant. Voilà, c'est long. C'est long. Et puis, c'est un travail de psychologie aussi avec la cliente qui se fait. C'est d'abord proposer une teinture, proposer une forme, ensuite une garniture, voilà, avant d'aboutir complètement le chapeau. Donc, ce qui est quand même, ce qui est quand même long dans l'aboutissement, mais qui est très intéressant à apprendre, quoi. Donc voilà, moi j'ai appris avec Madame Josette. Madame Josette, c'était un peu la référence dans le métier du chapeau. Et parce que tu nous parles, et je reviendrai un peu sur les origines de cette passion, mais tu nous parles de la haute couture, de la personne individuelle, enfin de ce que les gens peuvent porter dans. Tu as utilisé une expression que je n'ai pas retenue de tous les jours. Ouais, le chapeau de ville, pour le chapeau de ville, c'est le chapeau qu'on porte tous les jours, qui va nous protéger du froid, de la pluie, du soleil. Et ça, voilà, les besoins sont différents selon les clientes. Et il y a des technicités vraiment, enfin technicité. Il y a des approches, ce que tu as un peu évoqué, il y a des approches vraiment très différentes. En fait, j'ai l'impression entre ces métiers-là, et puis il doit y avoir aussi le cabaret, des choses comme ça. Ça a l'air d'être des métiers, des approches très différentes, en fait. C'est des approches très différentes, puis des besoins très différents. C'est-à-dire que, bon, les cabarets, on sait qu'il y aura toujours des très grands chapeaux, par exemple, qui font un certain poids aussi sur scène, et qui nécessitent des techniques particulières. C'est des chapeaux beaucoup plus lourds déjà. Donc, on doit pouvoir les utiliser 10 ans dans une revue, par exemple, de cabaret. Le chapeau doit durer 10 ans. Il n'est pas toujours bien traité, le chapeau, donc c'est nécessaire qu'il soit renforcé avec des laitons, des choses beaucoup plus rigides. Donc, on va aller sur de la structure beaucoup plus grande et beaucoup plus rigide. Donc, c'est s'adapter en fait aux besoins aussi du cabaret, par exemple. Mais la haute couture, c'est encore tout à fait différent, parce que la haute couture, on peut passer, par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Paul Gaultier pendant une 20aine d'années sur les défilés de haute couture. Donc, lui, il a une vision, il explique sa vision. Donc, j'essaye d'être au plus proche de sa vision en plusieurs étapes, parce que souvent ça évolue, ça change. Donc, c'est des choses qui peuvent même s'annuler, parce qu'en fait, les envies sont... C'est les envies... Ça vient, quoi. Oui, c'est ça. La recherche fait qu'on peut aussi revenir en arrière et... Donc ça, c'est jamais défini dès le premier jour. Et donc, sur 3 semaines, 1 mois, ça avance. Parfois, ça peut durer 3 mois sur une pièce, parce que la pièce est complexe et plus on passe de temps et plus on la complique aussi. Enfin, voilà, ça peut être fastidieux sur certains points. Mais c'est passionnant, parce que le processus de création, il est vraiment intéressant, quoi, sur la durée. Voilà, c'est toujours sur des deadlines un peu complexes aussi, la haute couture. Mais il y a une date de défilé. Il y a une date de défilé, on sait que c'est là, mais parfois les choses n'avancent pas toujours comme il le faudrait. Et donc, on est plus sur la minutie, je dirais, en haute couture, sur le raffinement, donc voilà, sur la recherche aussi, on est un peu plus là-dessus.
peut-être un peu plus l'excentricité dans certains cas. Parfois, Oui. parfois c'est très simple et Ouais. parfois c'est très excentrique ou très grand, très volumineux. Mm. Donc en fait, c'est encore voilà, d'autres contraintes. Sauf que un chapeau de défilé, il passe 2 minutes Mm. le jour du défilé et après il est souvent stocké pour la presse ou ce genre de choses. Mm. Donc c'est pas du tout les mêmes contraintes, Aussi, forcément. oui. Et ça peut être commandé par des clientes particulières par la suite, puisque les clientes particulières viennent au défilé haute couture et parfois commandent un modèle qu'elles ont vu défiler, mais voilà, ça reste de l'exception Mm. pour une clientèle très très haut de gamme. Et si on remonte aux origines, parce que tu nous as expliqué un peu avec qui tu as fait ton apprentissage, comment toi tu en es venu au domaine du chapeau, qu'est-ce qui t'a donné cette passion un peu, comment t'en es arrivé en fait à ce métier-là? Alors, moi, j'avais pas tellement. Alors, si, mon père était menuisier, donc il y avait déjà dans la famille des artisans, Mhm. qui avait une lignée d'artisans quand même. Et, mais personne dans la couture ni la mode. Donc, je sais pas, c'était un goût pour le look, pour le vêtement, pour le spectacle aussi. Le cinéma, tout ça, moi, Mhm. ça me fascinait, quoi, petite. Donc, je dessinais pas mal, en fait, des tenues, des looks, mais il y avait toujours un chapeau, c'est vrai, sur les croquis. Ok. Et puis, petit à petit, par le magazine de mode, par la télé, parce que la télé, ça ouvre au spectacle, ça ouvre au cabaret, parce que moi, je voyais un peu ça au travers de l'écran de télé, parce que moi, j'habitais en Bretagne et que j'avais pas accès spécialement à la culture et tout ça, donc ça passait par mon écran de télé quand même. Et donc, c'est les films, c'est le cabaret parisien qui passe à la télé, c'est tout ça, moi, qui me donne envie. Je me dis, ça doit être quand même assez chouette de faire ces métiers-là. Et puis, petit à petit, je suis arrivée à Paris et puis j'ai pu découvrir un peu plus de choses autour de la mode. Et petit à petit, moi, j'avais au départ, je m'étais plus orientée vers le théâtre, la comédie, D'accord. mais le costume m'intéressait aussi. Et puis petit à petit, me suis dirigée vers le chapeau. Mhm. Voilà, après des rencontres aussi autour de moi de gens qui ont fabriqué. Et dans le théâtre aussi, il y avait des modistes. Donc il y avait un lien comme ça qui pouvait se faire logiquement, en fait. Et puis, et voilà, après, les rencontres sont arrivées avec des modistes et ça a été un peu déclencheur de la découverte du métier. Donc, la découverte du métier, ça s'est fait aussi comme ça, Fur et à mesure. par l'école, par les visites d'école. Et voilà. Ok. Je vais faire un peu un bond en avant. Parce que tu nous as expliqué un peu tous tes apprentissages, qui tu as été fait. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, aujourd'hui, on est en 2025, on est dans ta boutique qui a ouvert il y a pas très très longtemps, en 2024. Euh, on va revenir sur ça, mais tu es meilleure ouvrière de France, déjà depuis, tu as dit, 2015. Et j'ai lu, alors tu me corriges si je me trompe, que déjà en 2004, tu lançais ta propre ligne de chapeau. Oui, 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 oui. Et ça a été des essais, on va dire, déjà de créer des pièces, des collections, de collaborer avec des photographes, Mm. de les diffuser, les chapeaux, de les faire porter par des mannequins, de faire des défilés. Voilà, c'était les prémices, en fait, de la création, parce qu'au début, on n'est pas très sûr de soi. Mm. On se connaît pas encore très bien, donc il y a un début qui est un peu qui est un peu chaotique, quoi. Et puis mais c'est en faisant que justement ça se Mm. construit. Et oui, oui, petit à petit ça s'est construit comme ça, quoi. Mm. Est-ce que tu peux nous plonger dans un... Alors, je vais prendre quelqu'un qui vient en boutique, qui souhaiterait un chapeau. Comment ça se passe un peu l'accompagnement, moi je parle de process, mais c'est peut-être pas ça. Comment
Comment ça se passe un peu le développement, la création du produit en fait, du chapeau? La création du produit, alors moi, mon fonctionnement, ça va être plus la matière. OK. C'est-à-dire que c'est la matière qui va me donner envie de faire telle ou telle forme de chapeau. Mmh. Et c'est souvent comme ça que ça démarre. Une couleur, une matière, et puis peut-être un tableau qui m'a donné une idée où je me dis, ouais, ça m'évoque cette forme de chapeau, Mmh. cette garniture, par exemple. Donc, c'est déjà une direction au départ de choix de matière, OK. de construction, de sentir un petit peu ce que je vais pouvoir faire avec, déjà. Parce qu'après, il y a des contraintes aussi techniques, mais c'est comme ça que ça démarre un peu. Mais ça peut être quand je vais voir un film. Si dans un film, il y a un tableau qui me plaît et qui m'inspire, je vais peut-être avoir envie de, de, de reprendre la palette de couleurs que j'ai pu voir sur une scène. Mais ça peut être le théâtre, ça peut être une exposition. C'est vrai, c'est très très vaste la création parce que Oui. c'est aussi parfois une personne qui passe, qui est chapeautée, qui est très bien habillée, qui vous donne, voilà, qui fait que ça rebondit sur autre chose en fait. Et une fois que l'idée vient, on va dire que tu commences, comment ça se passe? Tu dessines, tu te mets tout de suite à la matière, Je dessine pas, OK. c'est pas mon moyen naturel de fonctionner en fait. Mmh. Mais par contre, non, moi, c'est tout de suite, tac, les mains dans la matière. Mmh. Et puis, je prends la forme. Et voilà. Et ça vient ou ça vient pas, d'ailleurs. Oui. C'est toujours, en fait, c'est toujours une nouveauté. Donc, en fait, et parfois, c'est bien. Et parfois, bah, je le remets dans un coin parce que je trouve que c'est pas bon, en fait. Et puis, voilà, c'est quand même toujours du feeling avec la matière. Et puis, il y a des jours sans. Il y a des jours avec, et voilà, il y a des jours ça fonctionne pas, et donc il vaut mieux le poser et le reprendre 2 jours plus tard. Mmh. Parce que parfois ça bloque aussi, et on n'avance pas toujours comme on voudrait, mais c'est aussi ça en fait la recherche. Ça fait partie du... C'est la beauté de la création qui impose que, bah, c'est pas toujours immédiat. Ouais, Voilà, c'est pas immédiat, non, c'est pas sur commande. Et puis l'idée parfois elle vient le soir, la nuit, Mmh. ouais, parce qu'on est en train d'y penser, mais qu'on n'a pas encore fait le processus, tout le processus de création. Et puis ça jaillit à un moment, voilà, c'est magique. Et puis il y a des contraintes, techniques et je veux faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais par exemple, quelqu'un qui dessine n'a pas de contraintes techniques autres que le papier et le crayon. Voilà. Ouais. Toi, tu as des contraintes techniques dans le sens où, il y a la gravité. Exactement, on est en Alors qui peut 3D. on est en 3D, il faut 3D, il faut qu'il soit beau de face, de côté, de dos. Et ça, c'est un équilibre, une harmonie que je dois, moi, euh, que je dois respecter pour aussi qu'il aille sur une tête. Parce que la contrainte, c'est qu'il aille sur la tête quand même, qu'il soit confortable, qu'il soit élégant. Et chez les modistes, on appelle ça le coiffant. Et le coiffant, c'est vraiment, voilà, le chapeau, il peut être très beau à regarder, Mmh. mais très inconfortable à porter et pas beau du tout sur une tête. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, c'est ça qui est très important. Et les modistes très, très âgés avec qui j'ai travaillé me disaient, il faut avoir du chic. Ton chapeau, s'il n'a pas de chic, eh ben, tu le vendras pas. Mmh. Il peut être beau, mais s'il n'a pas de chic, tu le vendras pas. Donc ça, c'est aussi, c'est pas que de la minutie, un chapeau. C'est pas qu'un chapeau bien fait, c'est aussi, faut qu'il ait de la gueule et qu'il envoie quand il est sur la tête, quoi. Tout ça avec des contraintes de, quand c'est du chapeau de ville, qu'il soit porté, qu'il soit agréable à porter parce Ouais, que s'il est c'est pas ça, agréable à porter, c'est ça. la personne va le mettre une fois puis c'est pas le but pour toi, je suppose, que ce soit. Non, non, c'est ça, c'est des histoires de proportions aussi, parce qu'il y a le visage, il faut que ce soit saillant. Mmh. Il faut pas que ça accentue les défauts d'un visage. Il faut au contraire que voilà, ça valorise au maximum une personne, et que ça colle aussi à la personnalité, parce que Mmh. c'est ça aussi. Et ça me fait, on a eu c'est pas un débat parce qu'on n'a pas débattu, mais on a eu cet échange de, moi quand tu me racontes tout ça en fait, je trouve qu'on flirte beaucoup avec
enfin, c'est même pas en flirt, ça déborde, je veux dire, sur en fait de l'art. Ouais, Et c'est là où je suis toujours passionné par, et je pense que ton métier, on appelle ça un métier d'art. ouais. Pourtant, d'un côté, bah, tu réalises enfin, des vraies œuvres d'art, en fait. Tu es artiste. Je sais pas comment toi tu te vois, comment tu te définis un peu sur cet aspect-là. Bah, pour le MOF, je peux dire que c'est une œuvre d'art en soi parce qu'il y a des heures et des heures qu'on ne compte pas parce qu'il y a une telle recherche et une minutie Mm. que du coup, on peut se dire que c'est une œuvre d'art. Après, dans mes collections, il y a de tout. Il y a du chapeau facile à porter, qui est sur lequel je vais passer quand même beaucoup moins de temps, mais qui sera quand même toujours adapté au confort et au sur-mesure pour une Mm. cliente. Le terme d'œuvre d'art est peut-être fort pour un chapeau de ville, je dirais, mais après, on est, je dirais, plutôt de la pièce unique pour tout ce qui est donc tout ce qui est unique et fabriqué sur mesure. Voilà, je dirais que on est sur de la pièce unique d'artisanat d'art parce que c'est ça. Mm. Ouais. Parce Ok. qu'il y a la recherche créative, mais il y a aussi toute la technique, la fabrication, qui a pas tellement évolué dans le sens où c'est des techniques un peu ancestrales et que on les fait évoluer petit à petit, mais que c'est pas non plus. Il y a pas des grands bons technologiques. Non, il n'y a pas eu des grands technologiques. On fait pas encore les chapeaux en 3D. Tout va bien. La 3D, c'est un plus à apporter. Je pense Ouais. aux chapeliers ou aux formiers, par exemple, qui utilisent maintenant la 3D, mais euh, je pense que ça perdrait beaucoup de son charme aussi hein, si on commence à utiliser. Sur des éléments, c'est intéressant, mais Mm. Oui, ça peut être, je vois comme ça. Alors, tu me dis, hein, vraiment, par exemple, la 3D, tu me dis quelque chose comme ça, ça pourrait être intéressant pour des visualisations, pour faire des projections en fait, tu le crées un peu en 3D et de voir si sur le visage, enfin, tu me parlais de mettre en avant des visages, jusque-là, par accentuer, ça pourrait se faire. oui, d'utiliser Oui, cette technologie-là oui. pour. Mais c'est vrai que, alors même s'il y a aujourd'hui peut-être des impressions en 3D, des choses comme ça, effectivement, qu'une machine fasse un chapeau en elle-même, Oui, non. aujourd'hui, on est peut-être encore un peu loin, quoi. Ou alors, oui, il faut des machines. Ça, et puis c'est pas charmant du tout. Hein. Mm. Pour en avoir vu, c'est pas charmant du tout. Non, non, non. Non, parce que là, ce qui est beau, c'est la main. C'est dès que la main. En fait, s'il y a une pièce en 3D, mais que la main intervient dessus, voilà, ça apporte autre chose déjà. Mm. Mais le fait est que quand la main, on voit quand c'est la main qui a travaillé, ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est un métier très sensuel en fait. Et donc du coup, si on perd ça, c'est un petit peu dommage. Mm. Tu évoquais, c'est un épisode sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. On a évoqué plusieurs fois le fait que tu es MOF, donc meilleure ouvrière de France. Euh, Pareil, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en début de podcast, mais je voudrais remercier quelqu'un qui nous a mis en contact, qui est Anaël, avec qui j'ai échangé sur le podcast également, et qui m'a proposé de te contacter parce que elle trouvait ce que tu faisais superbe. Et voilà, donc, C'est gentil. quand j'en discutais avec elle, parce que elle aussi a passé ce concours, je disais que moi je connais le MOF à travers la cuisine, parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, puis c'est, je pense, beaucoup celui qui est mis en avant aujourd'hui à travers les programmes TV et tout ça. C'est de ce qui en a la réputation, c'est un concours très dur. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller, en fait? Pourquoi le MOF, en fait? Alors le MOF, bah, j'ai reculé un peu l'échéance en plusieurs années parce que bah, déjà il faut l'énergie, il faut le temps de s'y consacrer parce que moi j'ai dû refuser quand même du travail pour pouvoir m'y consacrer. Ok. Donc c'était du temps. Comme j'enseignais, j'avais quand même une partie de ma semaine et pas mal d'heures à y consacrer. Donc, mais il faut faire des choix. C'est-à-dire que là, c'était le moment pour moi. Et ça, c'est difficile à expliquer, mais il y a ce rapport au temps déjà. Mm. Et puis, c'est un peu de se challenger et de se remettre en question dans le travail que j'ai pu faire jusque-là, sachant que j'avais fait un peu le tour de différents styles, cabaret, haute couture, le cinéma. Donc j'avais fait un chemin déjà assez
assez conséquent pour me dire bon bah voilà, ça y est, je pose les choses et je remets un peu peut-être en question tout ce que j'ai fait. Et là, je vais pouvoir me poser puis créer des choses pour moi aussi et me remettre dans la création, la technique, et faire quelque chose de magnifique. Parce qu'en gros, heu, le temps est toujours compté dans ce que je fais et c'est quand même toujours une frustration pour moi. Là, je me suis dit: «Je vais le prendre. Je vais prendre ce temps pour faire quelque chose de magnifique, de beau, pour faire un chef-d'œuvre, hein, parce que c'est ça et de faire mes recherches, de mettre mon goût, ma personnalité dans un cahier des charges qui est quand même, carré, qui est précis, mais qui laissait pas mal de liberté et puis, le thème, était quand même, très, très passionnant, quoi. Le thème était Alors sur c'était les peintres, les peintres, OK. donc il fallait présenter 6 peintres en rapport avec 6 chapeaux. Donc c'était une véritable collection à présenter avec un dossier, il fallait raconter une histoire aussi. Mmh. Donc un dossier écrit, avec, la construction, la fabrication, les explications, aussi, tout le cheminement en fait de la collection. OK. Un type bardé à faire, c'est-à-dire c'était un moule à chapeau aussi à présenter. Ça, c'est OK. quand même très long aussi en termes de fabrication et donc c'était tout ça en 9 mois, quoi. Ah oui, 9 fois, ouais. C'est ça. Donc oui, c'est ça, 9 ou 10 mois et à rendre, donc évidemment, c'est une grosse pression dans la minutie parce c'est pas de l'à peu près, c'est du presque parfait, quoi. Donc Pour donner un excuse-moi, je te coupe, mais pour donner un rapport, parce que pour des personnes comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose, combien de temps tu mets en moyenne pour produire un chapeau? Alors je sais que ça va dépendre des types de chapeaux sûrement, mais en gros et par rapport à pour donner un peu une référence par rapport à ce que tu as fait pour la partie, MOF, pour le concours des MOF, pour donner un peu une estimation, c'est vraiment difficile parce qu'il y a toute la partie recherche où ça démarre de la teinture à l'échantillonnage, se déplacer, aller voir les matières, et après commencer à faire le moulage. Alors là, il se passe un temps, très incertain, et puis très inégal selon les pièces et donc c'est difficile de quantifier ça. Parce que comme c'est un puzzle, moi je l'avais un peu construit comme un puzzle, j'avais trouvé, on va dire, le fil conducteur et après les autres, se sont greffés comme ça, les autres idées se greffent petit à petit. Parce qu'on peut pas fabriquer un chapeau isolé comme ça. Ouais. C'est une collection. Mmh. Donc en fait, il faut une cohérence, donc c'est une contrainte aussi du coup. Mais c'est intéressant de faire ce travail-là. Mais le temps, c'est très vaste, hein, parce que moi je peux passer 8 heures sur un chapeau. OK. Comme 3 semaines, un mois. Mais ce qui donne Sur une pièce exceptionnelle, quoi. Donc Mais ce qui donne un peu une échéance que si tu as passé, dans tout le process à peu près 9 mois sur 6 chapeaux de MOF, pour le concours des MOF, ouais. ça donne une idée par rapport de l'implication, de la technicité qu'il doit y avoir derrière Ouais. par rapport à un chapeau qui a une demande peut-être plus ponctuelle, des choses comme ça. Voilà, c'est Qui est très entre différent. voilà, qui est c'est très différent, mais ça donne, effectivement un en fait, donc on a le thème. On compte pas le temps Oui, sur le MOF, par exemple, parce que c'est ça. c'est difficile à quantifier et puis, il faut donner le maximum, donc Puis comme tu disais, ouais. faut être proche de la perfection. Là, c'est pas de l'à peu près parce que je suppose que le chapeau est examiné, par des pairs, toutes les coutures, C'est et voilà, c'est du détail, quoi. Donc il faut avoir 18 sur 20 pour l'avoir. Oui. Que les malheureux 2 petits points là, ça peut être terrible, hein. Donc évidemment, on est un peu, obsessionnel, hein. Franchement, c'est ça, hein, c'est qu'à un moment, on devient un peu obsessionnel sur le détail. Donc il y a des moments un peu compliqués dans la traversée, mais franchement, c'est fantastique de le passer parce que c'est 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 un vrai il se passe quelque chose de très particulier quand même, avec soi. Mmh. Parce que là, il faut aller décortiquer, redécortiquer, aussi ce qu'on a fait. Donc ça, c'est quand même, et puis c'est pas une on peut j'ai j'aurais jamais eu le temps de faire ça dans un autre contexte où je l'aurais pas pris, Ouais. en fait. Là, le contexte faisait qu'il a fallu faire des choix et et donner tout pour ça aussi.
Donc, en fait, tu t'es lancé dans les MOF parce que tu avais le contexte, toi, tu te sentais prête, tu avais le temps, ou tu as pris le temps, on va dire Oui, c'est comme ça, parce aussi. que tu m'as dit que tu disais avoir refusé des commandes, et puis c'est un sacré investissement. C'est un Oui, sacré c'est investissement. ça. Refuser des commandes, ça c'était quand même pas évident parce que on a toujours peur de perdre des clients aussi en refusant. Mais bon, je crois qu'ils ont très bien compris l'enjeu Mm. et ça n'a pas eu d'impact par la suite, quoi. Et est-ce que tu as vu après un, alors je vais parler j'utilise un terme que j'aime pas beaucoup, mais un retour sur investissement sur le MOF? T'as vu ça a changé quelque chose, le fait que quand tu as pu afficher MOF, ou c'était vraiment un challenge personnel et tu l'as vécu comme ça, et ça n'aurait pas changé la trajectoire? Les réactions sont évidemment l'admiration Mm. aussi par rapport aux clients et puis c'est un gage. Enfin, c'est le Graal pour les artisans, Mm. quoi. Les artisans d'art, ça veut dire que voilà, ça assoit une notoriété aussi, et puis ça atteste d'un travail d'exception, on va Mm. dire. Et voilà, après, ça n'a pas révolutionné ma carrière, dans le sens où je travaillais déjà dans le milieu, voilà, les gens estimaient mon travail déjà, entre ceux qui m'ont formé et puis ceux qui m'embauchaient. Donc il y avait, voilà, c'était le plus pour moi. C'était plus une aventure personnelle, je dirais, que ce que j'ai pu récupérer de l'autre côté. Mais enfin, ça atteste d'un savoir-faire. Et ça, c'est vrai que se présenter à un créateur ou se présenter à une maison de haute couture avec le titre de meilleur trans, c'est quand même pas rien, Ouais. en fait. Ça assoit Ça assoit une quelque chose. compétence que bon, tu avais déjà, ou Ouais. voilà, mais effectivement. Puis un rapport de confiance avec un client aussi. Mm. Donc, mais ça peut aussi être tout l'inverse, dans le sens où ça peut rebuter un employeur également. C'est toujours Il y a des deux faces qui. et les deux facettes. Ça peut créer beaucoup de jalousie également, ce qui est surprenant. Voilà, on s'y attend pas forcément, mais il y a aussi ça comme réaction. Et pour donner un peu la dimension aussi de la dureté de ce qu'est MOF, est-ce qu'il y a il y a chaque année non, les MOF, c'est tous les 2 ans, je sais plus, de concours? Oui. C'est tous les 2 ans, hein. Est-ce qu'il y a un MOF modiste tous les 2 ans, ou Alors ça non, dépend? dernièrement, il y en a pas eu. Donc c'est en fonction des gens qui veulent se présenter, en fait. Et puis il y a aussi le fait est qu'il faut des présidents de classe pour pouvoir gérer le concours, chose qu'il n'y a plus en ce moment pour le chapeau. D'accord. Voilà, donc ça, c'est à remettre en route, on va dire. Mm. Et il faut que ce soit un meilleur trans qui s'en occupe, Forcément. voilà. Et c'est là où le temps est juste pour pouvoir s'occuper de ce genre de... Moi, je me suis occupée des meilleurs apprentis trans. Ok. Étant donné que j'enseigne, j'ai pu accompagner mes élèves sur le concours des meilleurs apprentis de France. Donc voilà, ça, c'est des choses que je prends le temps de faire parce que je suis au sein de l'enseignement aussi, à former des jeunes au CAP Modiste chez Apelier. Donc voilà, c'est des choses que je fais en plus bénévolement de la boutique. Voilà. Mais c'est pas tous les ans, parce que tous les ans, j'ai pas des élèves toujours prêts à le passer ou suffisamment motivés à le passer. Donc voilà, ça reste aléatoire aussi du côté. Mais ça permet de relancer le métier, parce que si les jeunes s'intéressent et se lancent sur le concours de meilleur apprenti de France, ça va encourager aussi les jeunes à continuer dans ce métier, donc c'est une bonne chose. Surtout qu'il y a de plus en plus, enfin, moi je le perçois comme ça, mais après, il y a de plus en plus d'expositions vis-à-vis de ces titres et de ces concours aussi. Comme je disais, aujourd'hui, c'est beaucoup la cuisine qui prend la lumière, mais quand on parle de meilleur ouvrier de France, une majorité des gens vont savoir un peu ce que c'est, ou du moins quels sont les ressorts derrière. Après, souvent, on ne sait pas qu'il y a dans plein de catégories, enfin plein de professions, mais c'est effectivement, je trouve ça très intéressant, et c'est une bonne chose. Après, même si c'est pas le seul prisme qu'il y a pour relancer un peu et faire connaître ces métiers-là.
C'est ça. C'est un petit peu dommage de pas mettre plus en lumière le métier de modiste et chapelier parce que on continue à former des gens. Il y a des lycées à Paris où on forme des jeunes, donc il faut en parler absolument parce que le recrutement là pour les métiers d'art est un peu complexe. Les jeunes s'intéressent un peu moins au métier d'art ces dernières années, je trouve. Et puis les parents n'engagent pas forcément leurs enfants vers ces métiers parce que c'est des métiers c'est pas simple, c'est pas des métiers, c'est des métiers de passion. Faut avoir une réelle passion pour ce. Donc c'est pas des carrières faciles, on va pas se mentir. C'est pas un milieu facile non plus. Donc il faut être très passionné et puis très bosseur aussi. Effectivement, et pour moi, il y a deux aspects, pour en avoir discuté plusieurs fois avec des personnes qui sont dans le métier d'art. Il y a deux aspects qui est le métier en lui-même, donc pour toi, modiste, effectivement, mais il y a aussi le côté, faut faire tourner une entreprise derrière, en fait. Ouais, Parce que c'est pas. c'est la partie très complexe pour un artisan d'art, en fait. Et c'est là où, pour les artisans d'art, en fait, et je pourrais élargir le propos à plein de gens, mais il y a des secteurs d'activité, notamment je pense au digital, qui sont plus ou moins faciles d'investir, mais c'est toujours un challenge de créer une boîte, et puis de gérer une boîte, de faire marcher une boîte. Ça c'est moi toute la partie que je maîtrise moins bien, puisque c'est moins moins naturel chez moi, on va dire. Et du coup, j'apprends. Là, j'apprends toute cette partie-là, et c'est de mieux en mieux, on va dire. Mais c'est vrai que les erreurs, faut qu'on... Voilà, c'est formateur. Ouais. C'est très formateur. Et puis après, je suis quand même accompagnée par des gens autour de moi qui me conseillent et qui m'accompagnent sur tout ce qui est comptabilité, sur toutes ces choses-là qui sont un peu lourdes. Surtout quand on est seul à travailler, à fabriquer, à accueillir les clientes. Il y a tout ça qui est un peu lourd. La communication, toute cette partie-là aussi qu'il ne faut pas négliger. Enfin, voilà, c'est conséquent. C'est conséquent, mais pour ma part, je n'ai pas de réelle stratégie commerciale, puisque ma stratégie, c'est plus d'accueillir les gens dans la boutique, de leur faire essayer des chapeaux, de créer quelque chose... créer un contact, et puis souvent il se passe quelque chose avec la cliente. C'est comme ça que le désir se crée, j'ai envie de dire. D'avoir envie de porter un chapeau, c'est la découverte de la vitrine, d'un modèle qui vous plaît, et tout le rapport que vous avez avec la cliente. C'est quand même ça qui fait que il se passe quelque chose d'intéressant. Et mais voilà, après c'est toute la partie communication aussi qui fait que les gens viennent à la boutique et ont envie d'un seul coup de porter un chapeau. Ouais, parce qu'il doit y avoir un peu deux types. Moi, j'imagine qu'il doit y avoir un peu deux types de personnes. Les personnes qui veulent porter un chapeau, qui vont faire la recherche, qui vont venir à la boutique, je suppose, expressément parce que voilà, ils t'ont découvert ou ils te connaissaient de différents univers et qui vont venir. Et il y a ceux qui, effectivement, qui doit être plus dur à atteindre, en fait, effectivement, c'est donner envie de porter un chapeau, parce qu'on en parlait très, très rapidement. Le chapeau, aujourd'hui, moi, par exemple, de ma vie, j'ai jamais porté un chapeau. Ouais. On va exclure les casquettes, voilà, mais j'ai jamais porté un chapeau, alors que, et je peux en parler, moi, j'ai quelqu'un de proche de ma famille qui il porte un chapeau, quoi. Ouais, c'est naturel. Et c'est naturel, et Il suffit de s'y mettre, hein. Parce que c'est une habitude à prendre. Et d'ailleurs, quand vous prenez l'habitude d'en porter l'hiver, par exemple, quand il fait très froid, très vite, comme vous ne l'avez pas, il y a quelque chose quand même qui vous manque, hein, très très vite. Mais c'est une histoire d'habitude d'avoir la tête couverte. Des gens qui ont vraiment besoin d'avoir chaud aussi à la tête. Et ça, c'est l'histoire du confort. Et est-ce qu'on en a besoin ou pas? Il y a le rapport esthétique aussi avec le chapeau. Ça définit un look. Voilà, ça peut refléter une époque, une personnalité, définir un look. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important dans le port du chapeau. Donc quand c'est confortable et beau, c'est fantastique. C'est le summum. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis ça donne une sacrée allure en chapeau, en fait, hein.
les hommes le disent, une femme avec un chapeau, c'est magique, c'est c'est élégant, c'est raffiné et on a besoin d'élégance, on a besoin de beauté en fait, on en manque un peu. On en manque un peu parfois. J'aimerais bien qu'on en vienne un peu à justement, on commençait à parler un peu du côté un peu plus entreprise. Comment toi, je vais prendre un cas très concret. C'est l'ouverture de cette boutique, parce que tu as eu de longues années de travail sans boutique. En fait, ma question qui va être sous-jacente, c'est comment tu prends des décisions dans ton entreprise. Et par exemple, j'aimerais bien qu'on me parle de cette décision qui a été d'ouvrir une boutique, parce que c'est pas anodin d'ouvrir une boutique, c'est des frais, tu engages des frais, c'est une surface, tu t'exposes, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui toi t'a amené à dire, ok, il me faut une boutique? Alors, moi j'ai travaillé longtemps en atelier, caché, tranquille, voilà, c'est pas du tout le même rapport Mhm. et donc ça, je pense que j'arrivais au bout de ce fonctionnement-là, sachant que c'est quand même très solitaire comme métier et que ça peut être lourd par moment. Et puis c'était aussi avoir mon espace, avoir un espace séparé de ma vie privée, voilà. C'était aussi ça. Et puis, un parcours dans l'enseignement ces dernières années qui fait que le besoin aussi d'avoir pignon sur rue, de pouvoir montrer mon travail, de pouvoir l'expliquer, sachant que moi je suis pas très réseaux sociaux, je suis pas dans cette mouvance-là, mais que j'ai besoin d'être en boutique et de parler avec les gens, d'essayer les chapeaux. On est dans le concret, on est dans le concret de la vie et ça c'est quand même très agréable d'être en face à face avec les gens et de pouvoir expliquer et d'être découverte comme ça, parce qu'en fait, principalement, les gens là me découvrent depuis octobre par la boutique, ce qui n'aurait sûrement jamais pu se passer autrement, ou alors par les réseaux sociaux, mais c'est quand même pas évident. Et le passage aussi dans le quartier, des gens du quartier, mais aussi du passage touristique, fait que ça amène beaucoup de rencontres. Et ces rencontres-là aboutissent sur d'autres choses aussi, pas que de la vente de chapeaux, mais aussi des photographes, des gens, d'autres artistes avec qui je serais peut-être amenée à collaborer. Il y a des choses comme ça qui se créent grâce aussi à la boutique. Donc c'était un besoin à un moment d'être de plus de rencontres, je pense, en fait, naturelles. Voilà, c'était aussi ça le besoin, mais aussi d'y travailler puisque je travaille et en même temps j'expose mon travail. Donc c'est quand même génial parce que les gens me voient travailler et puis voient aussi que tout est fait main. Il y a quelque chose qui est valorisant aussi. Il faut expliquer aussi la situation de ta boutique. Alors, je vais dire 2-3 mots, mais je pense que tu me reprendras pour m'expliquer plus particulièrement. On est à Montmartre, donc à Paris, à Montmartre, et on est sur une rue qui est, je vais pas dire une avenue touristique, mais qui a beaucoup. C'est un parcours où les touristes passent beaucoup pour monter sur Montmartre et qui, justement, ça fait un peu de passage. Et comme tu me disais que c'était notamment les touristes qui rentraient et achetaient, alors même s'il n'y a pas que eux, ça Non, il y a une bonne partie cliente aussi du village de Montmartre qui achète. Mais ça permet c'est là où quand tu dis que ça permet une visibilité, c'est aussi parce que l'emplacement est très. Et je pense que tu l'as choisi aussi pour Oui, ça. Hein. je l'ai choisi parce que déjà c'est mon quartier. J'y vis depuis 20 ans. Donc j'aime ce quartier. C'est quand même un village, c'est hors norme. À Paris, tout le monde se connaît, tout le monde se parle aussi. Les choses se passent beaucoup au bistrot, au Troquet. Les gens se rencontrent comme ça et c'est vrai que c'est assez drôle. C'est un quartier qui est quand même un peu fantasque et puis il se passe toujours quelque chose à Montmartre. Donc, et puis une clientèle aussi très artistique, donc qui aime la création et aussi ce côté touristique qui est quand même qui est pas rien.
Et puis ça a été le coup de cœur, moi, quand j'ai visité ce lieu, parce que j'aime beaucoup la rue du Rantin. Et la rue du Rantin, c'était une rue qui était un peu plus calme, évidemment, parce elle est au-dessus de la rue des Abbesses. Donc c'est une rue un peu plus protégée, mais moi qui me permettait justement d'y travailler, sans être envahie non plus. Donc il fallait trouver une rue où il y ait du passage, mais que je puisse aussi suffisamment être au calme à certains moments pour travailler. Donc les gens passent tous par là à un moment ou à un autre, de toute façon. Donc c'était aussi ce choix qui s'est fait un peu par bouche-oreille à Montmartre, parce que ça marche comme ça, justement. Et un peu au feeling avec le propriétaire, ce qui a permis l'accès aussi plus naturellement, quoi. Ce qui est très intéressant, et c'est vrai que quand moi on va un peu parler avec des gens qui ouvrent des magasins ou des boutiques, des choses comme ça, bah, l'emplacement est primordial pour faire venir du monde. Oui, Alors, oui. Alors il y a des rues plus passantes, mais je serais bien embêtée qu'elles soient plus passantes aussi, dans le sens où il faut pouvoir fabriquer. C'est ça, c'est aussi une partie de c'est ton atelier aussi, donc il faut que tu aies sûrement... Sachant que j'ai une clientèle, sachant que je suis sur du modèle unique, donc je ne produis pas de série. Et donc évidemment, je ne peux pas vendre trop de pièces par jour, parce que je n'aurai pas le rendement suffisant derrière. Donc c'est pas l'esprit. L'esprit, c'est plus de venir découvrir, d'essayer, de reprendre rendez-vous et de venir fabriquer quelque chose sur mesure, parce que généralement, les gens trouvent difficilement le chapeau le jour J. C'est arrivé, mais ça a un peu le coup de chance quand c'est le bon tour de tête, le bon volume. Il y a pas mal de choses qui doivent correspondre pour que ça marche, quoi. C'est ça, exactement. On parlait j'insistais un peu à la décision, on parlait un peu d'évolution du métier. Et alors sans dévoiler un peu ce que tu m'as dit avant le podcast, comment toi tu approches un peu comment tu apportes cette pierre d'évolution? Par exemple, je vais donner un cas très concret. Je ne sais pas si c'était une évolution, mais tu m'as parlé d'un chapeau où il y avait une peintre qui dessinait dessus, et que vous faisiez des collaborations comme ça. Comment toi tu envisages un peu l'avenir du chapeau? Qu'est-ce que tu vois qui pourrait un peu apporter des choses nouvelles dans le monde du chapeau? Ouais. Je crois que c'est justement là ce que tu disais, par exemple Claire Chérel qui maîtrise pas mal de savoir-faire peint, justement, et donc c'est une collaboration. Donc on expérimente la peinture sur le feutre. Donc les réactions sont plutôt positives, et maintenant il faut trouver effectivement les gens qui osent porter, parce que c'est aussi ça, ça reste un produit original. Et mais les artistes n'ont pas de soucis particuliers avec ça, donc ça dépend vraiment des personnalités. Et mais ça permet justement d'amener la nouvelle touche au chapeau, parce que le chapeau, ça a l'air d'appartenir au passé, là vu comme ça. Mais il y a des formes qui se portent très facilement dans la rue, et il y a des touches créatives qu'on peut apporter comme ça pour moderniser, parce que on a tendance à dire que le chapeau voilà, c'est ancien, c'est toujours ce rapport à l'ancien. Mais non, le chapeau, c'est moderne et c'est intemporel surtout. Donc et c'est aussi la façon dont on va le porter. C'est une histoire de façon de porter un chapeau. Un chapeau, il va être très différent, porté avec 2 tenues différentes, on va changer de look complètement. Donc c'est interchangeable, je trouve. C'est facile de pouvoir le remanier et de pouvoir l'agrémenter à différentes tenues. Il y a des choses comme ça, moi, que je vois qui peuvent s'adapter. Maintenant, je trouve que moi, je suis beaucoup dans le masculin-féminin, parce que je trouve que, on parle beaucoup du genre en ce moment, mais justement, tout ça, c'est en train d'évoluer, et qu'un chapeau de femme, un chapeau d'homme, je pense qu'il y aura aussi des choses qui vont changer à ce niveau-là. Les hommes essayent
essaye ce genre de chapeau. J'aurais pas pensé, vous voyez, une capeline. J'étais étonnée que ce monsieur l'essaye et c'était pas spécialement choquant. Mmh. Mais à la base, c'est plutôt un chapeau de femme. Et Mmh. en fait, mais pourquoi pas? C'est Ouais, aussi ça, c'est qu'on a des codes tellement établis dans le chapeau, de ce que les hommes et les femmes portent, qu'à un moment donné, il y a plein de choses qu'on peut déconstruire en fait à ce niveau-là. Mais c'est du travail. Et puis il y a des hommes qui cherchent aussi des choses plus féminines, et très colorées, Mmh. qu'ils ne trouvent pas par exemple dans le commerce. Mmh. Pour les hommes, ça reste du basique, des couleurs, dans les formes, et qu'en fait, certains ont envie de mettre du violet ou Mmh. des couleurs un peu plus excentriques, quoi. Ouais. Ça me fait penser à ce qu'on appelle les sapeurs. Alors, moi j'ai vu ça je crois que c'est je vais dire des peuples africains, mais c'est pas des peuples, Oui, c'est ça. c'est ça, c'est des personnes plutôt d'origine africaine qui s'habillent, tu vois, quand tu me parles de choses très colorées, de chapeaux un peu plus hors normes, Complètement, ouais. ça me fait penser à ça. J'avais vu ça, des choses. Les gens africains déjà mettent énormément de couleurs par rapport à nous et ont pas peur de s'habiller, quoi. Oui. Il y a ça. Il y a une grande culture Ouais, une de culture l'habillement. du costume aussi, et je trouve que, oui, il y a cette clientèle-là aussi qui ose, et qui adore être habillée, qui adore être élégant, et puis avoir le chapeau un peu différent des autres aussi, dans une couleur, et il y a une clientèle qui cherche aussi l'excentricité et la différence. Ça, c'est pour nous, c'est génial parce que là, on peut s'exprimer plus facilement, plutôt que d'essayer de convaincre quelqu'un de porter un chapeau. C'est ça, parce qu'il y a aussi cette partie-là où les gens n'osent pas. Mmh. Ils adorent les chapeaux, mais ils n'osent pas. En fait, il y a aussi, mais parfois c'est un baptême du chapeau. Mmh. J'ai des clientes qui n'ont jamais porté de chapeau, et elles sont ravies, elles se sont lancées, et elles ont envie d'en avoir d'autres. Donc c'est une histoire de se lancer aussi. Mais il y a des gens qui en portent tous les jours, hein, et qui sont très habillés, très costumés aussi. Il y a le milieu du swing qui cherche des chapeaux, par exemple des années 30, qui ont une recherche plus spécifique. Donc c'est aussi une clientèle qui est intéressée. Les spectacles burlesques, voilà, c'est en rapport à une époque. Donc il y a aussi ces clients-là qui ont besoin d'être habillés, d'être très habillés pour danser, pour être sur scène. Et puis il y a le cinéma aussi qui voilà, qui a une attente particulière aussi, en rapport à une époque, mais tout en modernisant aussi, parce que le cinéma et les séries, là j'ai participé à la série qui sort en ce moment, qui s'appelle Carême. Ok. Donc j'ai fabriqué 50 pièces pour les acteurs principaux, Benjamin Voisin, Lina Coudry et Jérémy Régnier aussi. Ok. Beaucoup de haute forme pour les hommes, beaucoup de casquettes pour Lina Coudry aussi, pour l'actrice principale, et toute la figuration. Donc c'est énorme, et c'est très intéressant parce que c'est une époque, mais le costumier Pierre-Jean Larocque, là, qui est un grand costumier, il revisite toujours l'époque, il modernise toujours, parce que c'est aussi les attentes des réalisateurs. Ouais. Donc là, c'est aussi de la recherche historique, c'est des belles collaborations, parce que là on est avec des costumiers. Ça permet aussi de donner un aspect, quand tu parles de modernisation, ça permet ce que moi j'appelle des revisites, mais peut-être des choses comme ça, de chapeau, d'apporter ta touche à toi. C'est ça, c'est des détails, c'est des matières, voilà, il y a aussi toute cette recherche-là qui est encore différente. Dernière question, puis je pense qu'on aura fait un peu le tour des sujets que moi je souhaitais aborder. Je vais revenir, c'est un peu ma question traditionnelle de fin de podcast. On va revenir un peu sur la prise de décision. Si toi, tu devais, au vu de ton expérience, de toutes les choses que tu as pu faire, et peut-être tu le transmets déjà à travers tes cours, si tu devais donner un ou deux conseils sur la prise de décision, alors
métier, business, ce que tu veux. Je choisis, personnellement, je donne pas de directive particulière à quelqu'un qui se lancerait ou qui commencerait ou qui serait intéressé par ce domaine-là. Quel serait-il? D'apprendre un maximum de choses parce qu'en fait, c'est quand même ça qui nous nourrit. Ça nourrit, tout un savoir-faire. Plus on fait de rencontres et plus on travaille, plus on essaye, plus on fait des recherches, en création, plus on enrichit son travail. Donc en fait, c'est quand même toujours bouger, oser, pas avoir peur, de mal faire. Parce que moi, je le vois beaucoup, avec mes élèves. Mmh. Je vois beaucoup qu'ils ont peur de mal faire et c'est la base, quoi. Il faut déjà mal faire avant d'arriver à l'excellence, quoi. Sinon on se lance jamais, quoi. Exactement, donc c'est se faire confiance et puis, essayer de créer, quoi. Essayer tout de suite de créer. Même si on n'a pas énormément de technique, il faut essayer de créer. Si on a cette fibre, en tout cas, de créative, Mmh. c'est pas s'empêcher de créer, quoi. Vraiment, il faut pas attendre des années d'avoir, 10 ans de technique pour pouvoir créer. C'est vraiment autre chose. Ouais. Donc et puis les débuts, c'est loin d'être parfait, mais en fait, c'est normal et puis c'est un processus. Donc c'est plus ça, parce qu'on attend tout de suite. C'est une époque un peu, où on veut tout de suite, là. Et en fait, c'est le problème parce que c'est long. C'est de longue haleine, en fait, ces métiers-là. Donc il faut se laisser le temps et c'est quand on est passionné, le temps, on ne le voit pas passer, hein. C'est, les 10 ans, moi, ça m'avait paru complètement fou quand on me disait, il faut 10 ans pour être une, modiste confirmée. Moi, je me disais: «Mais c'est horrible, 10 ans, je vais jamais pouvoir attendre 10 ans». En fait, je les ai pas vus passer parce que pendant ces 10 ans, on apprend tellement de choses, c'est passionnant, on est confronté à différentes, attentes, et projets. Donc en fait, voilà, c'est pas rien 10 ans, mais en fait, c'est passé tellement vite et puis c'est passionnant tout au long de la construction de son projet parce qu'il y a les gens avec qui vous travaillez, puis il y a votre propre projet aussi Mmh. là-dedans. Et il faut se lancer. C'est ça, il faut se lancer et puis, quitte à se planter, hein, Ouais. Il y a rien de ouais, moi j'ai 48 ans, j'ai commencé à 16 ans. Mmh. Donc, en fait, je me suis plantée plein de fois. Et puis mais la passion, si elle est là, vous recommencez, vous reprenez et c'est pas grave parce qu'on a aussi des mauvaises expériences, forcément dans le lot. Mais dans le global, c'est plutôt des très bonnes expériences. Donc en fait, c'est vrai que d'être chez soi dans sa boutique, c'est quand même appréciable au bout de Mmh. tant d'années, à travailler aussi, en collaboration. Mmh. Après moi j'ai toujours fait mes créas, donc ça a toujours, apporté l'équilibre entre, travailler pour les autres Et et moi m'exprimer sur mes propres créas. Ça, c'était indispensable pour, justement, avancer et puis, et définir son style aussi parce que c'est important. super. Et ben merci beaucoup, Alexandra, pour ce partage, Merci à toi. de ton univers, parce que c'était très intéressant. Moi, c'était un univers comme je t'ai pu le dire au début, que je découvrais et que je suis content de découvrir. Donc merci beaucoup. Je t'ai un peu menti sur le fait que c'était la dernière question, mais tu vas voir, la dernière la vraiment dernière est vraiment pas compliquée. Si on veut te contacter, on est intéressé par le domaine du chapeau, on veut acheter un chapeau, où est-ce qu'on te trouve? Alors, on peut me contacter, sur mon site. J'ai un site internet que les gens peuvent consulter. Qui sera en description. Et voilà, alexandrachamaillard.com et voilà, donc sur les réseaux également et donc le mieux, c'est de prendre rendez-vous, de venir découvrir la boutique, d'essayer les chapeaux. Voilà, c'est, dans l'idéal, c'est plutôt ça. Et ben le message est passé en tout cas. Merci encore. Et puis Merci à toi. je te dis à très vite. Ça marche, à bientôt. Waouh, un épisode bien riche, comme d'habitude. Tellement riche que je vous propose de faire un petit débrief pour
retirez les quelques éléments que moi j'ai retenus et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, le petit débrief. Ce que je trouve particulièrement intéressant sur cet épisode de Pourquoi, c'est de comprendre comment une modiste, qui est une profession, comme on le dit dans l'épisode, qui ne court plus les rues, comment une telle personne peut prendre ses décisions dans son métier, comment on en vient à un tel métier, comment on prend les décisions dans son métier et comment on passe des étapes. Moi, c'est ce que j'allais chercher dans le cadre de ce podcast avec Alexandra. Et franchement, j'ai pas été déçu. Parce que, alors, on parle de chapeau, elle me fait découvrir un monde, mais surtout, on voit à travers l'épisode un peu son mode de raisonnement, sa réflexion pour développer son activité qui est quand même très confidentielle et surtout très spécialisée. Car oui, là on n'est pas dans un produit SaaS, on n'est pas dans une activité grand public, on n'est pas dans une activité de conseil très généralisée. On est dans un métier où il faut être connu et reconnu pour pouvoir travailler. Et ça, c'est d'une certaine complexité que je constate de plus en plus avec les métiers d'art. Et c'est ça qui me fascine. C'est ça qui me fascine parce que, et on le voit avec Alexandra, ces personnes doivent réfléchir autrement pour pouvoir travailler et vivre de leur activité. Tout en faisant le chemin que pourraient faire d'autres entreprises tout aussi classiques, notamment au niveau de la communication, de la modernisation de certaines choses et tout ça. Et là, avec Alexandra, on a le parfait exemple, je trouve. Donc voilà moi un peu ce que je retiens de ce parcours, de cet épisode qui résume vraiment un parcours de prise de décision, un parcours professionnel hyper intéressant. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast et dernière petite chose avant de vous laisser partir. Je souhaitais savoir s'il vous était possible de me mettre 5 étoiles sur iTunes ou de liker le podcast. Voilà, ça aide toujours, ça fait du bien. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Ça peut être utile à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.